Voilà, donc je vous remercie de participer à cette journée de travail. Donc qui dit journée de travail, ça veut dire c'est votre journée. C'est la participation de celles et ceux qui sont présents. Nous, on va seulement animer cette journée. On va mettre un petit peu le cadre, orienter les axes essentiels, mais c'est à vous, par l'échange, par le débat, contradictoire s'il le faut, que cette journée sera réussie. Ceci étant, je vous remercie en mon nom personnel, ceux de notre président ici présent, professeur Daniel Talleyrand, deux membres du conseil d'administration, du personnel, et j'excuse Madame la secrétaire d'État, Madame Khomri, Mariam, parce qu'elle est en dehors de Paris, elle est dans le mouvement ministériel, donc il nous remercie de son invitation, et de même pour Madame Petit, jusqu'à hier, il devrait être avec nous, mais malheureusement, Madame Petit, c'est la maire du 14e arrondissement, et c'est Madame Marchand, la directrice de cette institution, qui viendra tout à l'heure nous parler un petit peu de ces femmes que vous voyez là, qui sont des militantes, et puis ça sera l'occasion de la remercier pour l'accueil qu'ils nous font toujours dans cette association. Donc, comme l'intitulé l'explique bien, c'est l'éducation à la citoyenneté et lutte contre les discriminations à l'encontre des femmes immigrées. Donc, c'est tout un champ. Bien sûr, nous n'allons pas parler de toutes les facettes, mais on va cerner les axes essentiels. Et les intervenants, que je remercie, et c'est grâce à eux que cette journée sera réussie, vont nous parler d'une manière générale et surtout des situations bien précises. C'est ainsi que la matinée, le hasard a fait, c'est pas voulu, que sont tous de la région parisienne et que l'après-midi, ça sera la région Rhône-Alpes. Donc c'est un petit peu comme le PSG face à l'OM, mais ça sera LA à LO. Donc ça sera les deux parties, mais ils se complètent. Donc il se peut que dans ce cheminement, il y a des questions qui seront soulevées le matin et complétées l'après-midi. Donc ce n'est pas une séparation catégorique entre les interventions du matin et celles de l'après-midi, ils se complètent. Mais fort est de trouver un moyen d'équilibrage. Ainsi, Maître Suhair va inaugurer cette séance, les interventions de cette séance, par une vue globale. Donc son sujet, ça sera de nous parler de la féminisation et vulnérabilité de l'immigration. Sera complété par Maître Abida, qui reprendra le dispositif légal contre les violences faites aux femmes. Il nous partira, donc il va nous parler de quelques lois, et par la suite nous donnera quelques exemples, comme le fera Metsurai avant. Et là, j'ai à côté de moi Madame Aïcha Abed, juriste de formation et représentante d'un grand centre que vous connaissez, et sinon il va vous l'expliquer, puisque c'est dans le contenu de son intervention. Il va nous donner quelques exemples, et surtout dans les violences conjugales, si j'ai bien compris, lors de notre échange. Et notre anthropologue, socio-anthropologue, qui est en même temps formatrice à Migration Santé, mais j'ai oublié de dire que M. Souhaï, M. Abida, intervient aussi dans le stage de formation. Et bientôt, pourquoi pas, Mme Abed, et il nous parlera, elle, d'un sujet assez général qui pourrait être le départ. Donc voilà, vous voyez, il y a un fil conducteur, c'est la citoyenneté. Pourquoi la citoyenneté? Parce qu'on est dans un état de droit. Et l'état de droit, c'est l'équivalent, si on peut l'expliquer, par la citoyenneté. Il y a l'égalité, c'est-à-dire on est citoyen, nous sommes égaux devant la loi, et qu'il y a une solidarité, c'est pour cela qu'il y a le terme de fraternité. Et dans cette solidarité, bien sûr, qu'il y a un équilibre, il y aura la justice.
Donc si on est dans un état de droit, c'est que l'éducation à la citoyenneté n'incombe pas seulement les émigrés, ce que beaucoup disent, éducation, eh ben, c'est comme les uns ils sont éduqués et les autres non. Mais on dit on est dans une société qui doit être démocratique, et dans cette société, tous les citoyens, quels qu'ils soient, eh ben, ils sont égaux. Et pour cela, l'éducation à la citoyenneté, ça incombe l'ensemble des habitants de ce pays. Et puisqu'on est dans un état de droit, on voit que, jusqu'à maintenant, les femmes ici, en France, pays démocratique, de la Révolution française, qui date maintenant plus de 2 siècles, et la Déclaration universelle du citoyen, de droits de l'homme et du citoyen, eh bien, le droit de vote n'était qu'en 1945. Et l'égalité homme-femme ici, dans notre société, eh bien, c'est un combat continu. Donc, voyons que les femmes, pourquoi on dit doublement les femmes, doublement discriminées, migrantes, c'est en tant que femmes, et toutes les femmes ici en France, il doit y avoir encore un combat, mais elles, vu ce passage d'une culture à l'autre, cette situation de se retrouver riche de culture, mais il subit doublement le legs de cultures qui ne sont pas encore au niveau de la citoyenneté que nous connaissons ici. Et tout cela, ça crée des conflits intra-conjugales qu'on aura l'occasion d'en parler, mais dont le sens, c'est que Maître Sehaï, il va le dire, les violences, les viols, etc., la discrimination des femmes en général ici en France, eh ben, c'est un travail et une lutte encore à mener. Donc, je m'arrête ici. Pour l'après-midi, je reprendrai encore au début, tout à l'heure, avec Madame Bornébus pour présenter la séance de l'après-midi. Et là, je donne la parole à Maître Sehaï, avec l'excuse de prendre plus de temps peut-être qu'il a fallu. À vous, Maître. Merci, Monsieur le Directeur. Je commencerai mes propos par des remerciements. D'abord, je ne me limiterai pas aux remerciements donc aux organisateurs de cette journée, mais aussi à tout ce parterre qui est ici, hommes et femmes, qu'on voit pratiquement tous les ans venir et notamment donc participer à cette journée. Chaque année, c'est une journée différente, mais aussi c'est une journée qui permet au moins le débat. J'ai aussi un scrupule. Et scrupule, c'est d'abord de commencer en tant qu'homme ce débat, alors qu'il y a une majorité de femmes autour de moi, il y a une majorité de femmes sur place, il y a une majorité, il n'y a que des femmes d'ailleurs sur les murs, et que par conséquent, je me retrouve vraiment scrupuleux à commencer ce débat aujourd'hui par ce sujet qui m'a été attribué, féminisation et vulnérabilité, et comment, bien évidemment, lutter contre cette vulnérabilité qui se transforme parfois, souvent, en violence. Alors, si Migration Santé a donc réfléchi à ce sujet qui est toujours d'actualité, éducation, citoyenneté, lutte contre les discriminations à l'encontre des femmes immigrées, c'est d'abord en partant d'un certain nombre de constats. Alors, le premier constat, c'est effectivement la féminisation de l'immigration. On est à plus de 52% de femmes immigrées aujourd'hui en France. Dernière statistique. C'est aussi le fait que si les femmes en général, ils ont une difficulté majeure à accéder aux droits, à participer dans la vie publique, alors pour les immigrés, c'est encore plus difficile. Pour les immigrés, j'entends femmes. Deuxième constat, c'est que on est passé à une immigration venant nécessairement et donc d'une manière constante du regroupement familial à une immigration autonome. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes
qui prennent le large, si je puis dire, hein, qui partent donc du pays d'origine. Alors les motivations sont différentes. Bien sûr, c'est la recherche d'un monde meilleur. C'est aussi la recherche donc d'une meilleure vie, d'une promotion sociale et professionnelle. C'est également donc une fuite et même, je dirais donc, un départ parce qu'elle n'est pas comprise dans la culture de son pays, ou encore la culture de son pays, donc, et les coutumes et les traditions de son pays, donc, la freinent, la contraignent. Donc, les motivations sont nombreuses pour ces femmes qui quittent et qui viennent, notamment lorsqu'elles ont un diplôme, venir en France, venir en Europe, pour pouvoir vendre cette connaissance qu'elles ont et faire valoir leur diplôme ou en acquérir d'autres si elles ont donc toujours le besoin de le faire. Alors voilà deux constats. Premièrement, féminisation de la migration, migration croissante notamment autonome, il y a encore plus, et l'actualité nous a montré d'ailleurs cet aspect des choses, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont réfugiées politiques, des femmes qui demandent l'asile. Et dernièrement, je ne sais pas si vous avez vu cette image qui a bouleversé, moi en tout cas ça m'a saisi, cette femme qui est secourue par les Italiens arrivés donc à, je ne sais plus si c'est Lampedusa ou autre, mais en tout cas, en voilà un symbole, en voilà un véritable courage de ces femmes qui bravent les difficultés, qui bravent donc les dangers pour venir et pouvoir donc prendre leur part dans cette vie et avoir une vie meilleure. Alors, ces trois aspects, ces trois constats ne sont pas dénués donc de conséquences. Alors, féminisation va de pair avec individualisation. Il y a maintenant une sorte donc de parcours individuel de célibataires, de femmes célibataires qui viennent pour rechercher donc une stabilité dans leur vie. Et cette individualisation qui entraîne une coupure avec les réseaux communautaires. C'est-à-dire on ne vient plus pour voir l'oncle ou voir le conjoint dans le cadre du regroupement familial ou autre, on vient d'une façon tout à fait libre, indépendante. Et le corollaire de cette individualisation de la migration et de cette autonomie dans le départ, c'est une vulnérabilité. Vulnérabilité parce que lorsque on arrive dans un pays dont on ne connaît pas les us et coutumes, on arrive dans un pays où on ne connaît pas le droit, on ne connaît pas, et d'ailleurs, donc chaque fois, ces femmes sont confrontées, vous, travailleurs sociaux, vous le savez très bien, puisque vous êtes confrontés à ce genre de demande, vous avez toujours des donc, femmes donc, seules, des femmes individuellement confrontées à la vie au quotidien, et parfois, donc elles ne maîtrisent même pas la langue française. Voilà ces conséquences qui sont là. Donc, individualisation, donc de la féminisation, individualisation, mais également vulnérabilité. Mais de là à parler de la violence, il n'y a qu'un pas, puisque ces femmes fragiles, ces femmes vulnérables, ont donc devant eux une seule issue. Donc, il y a d'abord la recherche de la sécurité, et dans la recherche de la sécurité, c'est-à-dire un toit, un travail, donc des besoins au quotidien nécessaires pour la vie de tous les jours. Donc, on occulte de côté, on occulte notamment toute cette recherche de la stabilité, notamment avoir un titre de séjour. Alors, quand on maîtrise mal le français, comment pouvoir aller s'adresser à l'administration si on n'est pas accompagné, si on n'est pas soutenu, si on n'a pas un membre de sa famille ou une association qui pourrait accompagner ces personnes-là, et que par conséquent, on a là donc une porte ouverte à tout ce que peut arriver, tout ce qui peut arriver notamment. Alors,
Donc je ne connais pas toutes les situations, mais je les vois quand elles viennent donc à mon cabinet. Soit c'est un protecteur qui après est devenu donc un maître chanteur, soit c'est une femme qui a été abandonnée avec un enfant et que il n'y a rien à faire si ce n'est donc qu'elle demande sa liberté. On a maintenant un nouveau public dans notre clientèle. Et je pense que Maître Abida aussi vous le dira, c'est que avant on avait donc des hommes qui demandaient le divorce. Aujourd'hui, on a beaucoup plus aussi de femmes qui demandaient le divorce et qui souhaitaient notamment se protéger parce qu'elles sont victimes de violences. Alors le mot est dit, il y a des violences lorsque, évidemment, donc ces femmes sont dépendantes juridiquement du mari parce qu'elles ont un titre de séjour donc qui lui-même donc n'existe que parce que le mari donc a donné le feu vert, si je puis dire, dans le cadre du regroupement familial, ou encore des situations un peu complexes. Je peux vous en parler, donc, mais je voudrais d'abord apporter un éclairage sur ces situations-là. Alors comment résister contre cette vulnérabilité, comment résister contre ces violences intrinsèques à cette situation, à ce parcours de célibat, ce parcours de femmes célibataires. Alors, il y a un arsenal juridique en matière donc de violence qui a été donc chaque année, chaque ministre arrivant au gouvernement apporte sa petite touche de législative pour la protection des femmes. Alors, le dernier en date, c'est Madame Valo, on n'en parle que d'elle aujourd'hui, hein, d'ailleurs, que ce soit en l'éducation, que ce soit à l'époque quand elle était ministre de l'égalité. Alors, cette époque-là, c'est-à-dire donc, alors qu'elle était ministre de l'égalité, elle a produit une loi dont Maître Abida vous dira un peu plus d'ailleurs, une loi fourre-tout. Il y a de tout dans cette loi. Alors on a l'égalité, on a le travail, on a les femmes enceintes, et il y a un titre 3 consacré aux violences faites aux femmes. Alors c'est très intéressant parce que cette loi, d'abord, elle sort, je dirais donc, d'un contexte. Elle est inscrite comme loi égalité homme-femme. En matière de violence, d'ailleurs, ce n'est pas simplement les femmes qui sont victimes de violences, mais aussi, pourrait être les hommes. Hein. Il n'y a pas de distinction de sexe puisqu'on est en matière d'égalité. Ça, c'est la première observation que je fais donc, sur cette loi. Avec quand même 2 ou 3 nouveautés. La première, c'est qu'on a un dispositif qui est l'ordonnance de protection. Hein, c'est une ordonnance qui va permettre bien évidemment la protection donc, de la personne violentée. Et on a ce dispositif, on n'en a peut-être pas parlé beaucoup, c'est comme pour les permis de conduire, c'est-à-dire on a des stages de responsabilisation, hein, c'est en article 50, stage de responsabilisation à la prévention des violences sexistes. Voilà. Alors, je vous en parlerai plus amplement dans un moment. Alors, comment résister à ces violences et à cette vulnérabilité? Je vous le dis, la première des choses, lorsque vous, travailleurs sociaux, assistantes sociales, vous avez une femme qui se plaint parce que, et vous le savez bien, les femmes ne se plaignent pas facilement donc des violences, tout de suite, il faut conseiller votre victime à porter plainte au commissariat ou à la gendarmerie. Hein, et ça, je pense que vous le savez, mais j'insiste, il faut le faire. Pourquoi? Parce que d'abord, les violences, le problème des preuves en matière de violence, c'est difficile. Comment avoir des preuves? J'ai eu plusieurs dossiers donc, en matière de violence féminine et j'ai eu effectivement beaucoup de difficultés à demander à mes clients de me rapporter telle preuve, notamment les témoignages ou encore les certificats médicaux qui sont soit des certificats
donc émanant de l'unité médico-judiciaire, qui sont très très bien d'ailleurs, si ce n'est des certificats médicaux de médecins privés, cela, donc il y a une suspicion à leur égard. Alors, porter plainte bien évidemment, donc, et par la suite, la personne victime ou accompagnée d'une association, ou encore accompagnée d'un avocat, et je sais que les associations travaillent avec des avocats spécialisés en la matière, donc peuvent saisir le juge aux affaires familiales, et à partir de là, donc dès lors qu'il y a des preuves, des témoignages, il y a une plainte, il y a des mains courantes, il y a des certificats médicaux, le juge aux affaires familiales pourra prendre ce qu'on appelle une ordonnance de protection. Alors, parallèlement à cette partie civile, puisqu'on est devant un juge judiciaire civil, parallèlement à cette partie, il y a le procureur de la République de l'autre qui, saisi donc d'une plainte, va poursuivre et traduire la personne devant le tribunal correctionnel. Alors, plusieurs situations peuvent se présenter. Alors, admettons que la personne victime, et ça aussi, ça arrive, cette personne se rabiboche avec le conjoint et puis, donc, elle laisse tomber la plainte. Le procureur de la République peut toujours continuer la procédure donc, de violence conjugale et pourra toujours traduire la personne soit devant un tribunal correctionnel, soit le renvoyer devant le délégué du procureur pour des mesures, cette fois-ci non pas coercitives, soit une médiation pénale, etc. Donc, vous voyez, les violences aujourd'hui conduisent à une sorte donc de répartition judiciaire entre le juge civil, le juge pénal, et j'ajouterai par la suite que, alors, si la procédure civile continue avec l'ordonnance de protection qui dure 6 mois et qui permet à la personne donc d'avoir, si les violences sont graves, d'avoir un téléphone, hein, c'est le 3919 je crois, qui permet également donc à la personne d'être géolocalisée si elle est menacée ou si elle est encore violentée. Hein. Alors, sinon, donc, c'est la suite de la procédure, c'est la demande en divorce, c'est bien évidemment la possibilité pour la victime de conserver le domicile conjugal, même si elle part du domicile sous la menace et sous les violences, elle pourra réintégrer son domicile. Alors une attention particulière pour les enfants, bien évidemment, dans cette situation, puisque les enfants sont victimes donc indirectement donc des violences. Là aussi, ils suivent le sort de leur mère ou du conjoint, pour ne pas, puisque la loi ne fait pas de distinction, hein, ils suivent donc le sort du conjoint qui va conserver la jouissance du domicile conjugal. Alors voilà en gros ce que permet l'ordonnance de protection, ce que permet la loi du 4 août 2014. Alors, mon confrère vous parlera encore plus et en détail de cette loi. J'ajouterai 2 choses. Donc, j'ai parlé de parmi donc les mesures, c'est le stage de responsabilisation à la prévention qui est prévu dans cette loi, article 50, aux frais donc de la personne auteur des violences. Hein. C'est pour ça que je vous disais la comparaison avec le permis de conduire. Quand vous perdez des points donc, de votre permis, vous allez récupérer les points à vos frais pour retrouver les 12 points. Alors, je ne terminerai pas mon propos sans vous dire aussi que, évidemment, les femmes sont majoritairement victimes de violences. Et je suis tombé sur un numéro donc, de Métro. Ce n'est pas une grande lecture, hein, du mercredi 11 février. Et j'ai trouvé, hein, je le mets toujours en exergue, un homme battu mais pas vaincu. Hein, c'est le cas aussi. Dans les violences, les hommes sont aussi battus, et il faut le savoir. Et là aussi, pour équilibrer les choses,
cet homme qui a subi des violences de la part donc, de sa conjointe a été pris en charge par une association et a bénéficié là aussi de protection dans le cadre donc, de l'ordonnance de protection. Voilà ce que j'ai à vous dire et je vous remercie de m'avoir écouté. Hein, je reste à votre disposition pour des questions éventuelles. Merci, Maître, et ça nous permet de poser une ou deux questions, parce que il a bien résumé. Il y a une petite question de... Ça viendra plus tard, peut-être. Tout à l'heure, d'accord. Voilà. Je pense qu'il préfère entendre Maître Abida, qui continue. Maître Abida, c'est à vous. Oui. Regardez si c'est allumé. Ah, oui. Merci, Monsieur le Directeur, merci, Monsieur le Président, merci à tous. Je fais face à un petit souci technique, c'est-à-dire que j'ai pris mon ordinateur, mais j'ai plus de batterie, donc je vais vous faire de mémoire, et puis peut-être que du coup ce sera plus vivant pour vous aussi, puisque je vais vous présenter, en fait, vous montrer dans notre pratique, finalement, à quoi on est confronté. Parce que le dispositif juridique, vous l'avez entendu, les lois sont très nombreuses. L'arsenal juridique, comme l'a dit mon confrère, est rodé. On essaye constamment d'améliorer des défaillances et d'une loi à une autre, on complète. Par exemple, par rapport à l'ordonnance de protection, donc on complète. Puisque le délai était restreint, c'était d'abord de 4 mois. Ensuite, il y avait des difficultés parce que ça ne durait que 4 mois. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Il y avait l'obligation également de faire dans ce délai-là une requête en divorce, dans ce délai de 4 mois, d'introduire une demande de divorce. Le problème, c'est que l'ordonnance de protection, elle ne concernait pas que les couples mariés. Elle concernait aussi les gens qui étaient en Pacs, les ex-concubins. C'était assez élargi. Donc, comment faisait le juge lorsqu'on lui demandait un renouvellement et qu'il constatait qu'il n'y avait pas eu d'introduction de divorce? On ne pouvait pas, puisque les gens n'avaient pas été mariés. Donc, ces défaillances-là, forcément, il fallait y répondre. Et donc, le législateur... au fur et à mesure, puisque la lutte contre les violences faites aux femmes a été déclarée grande cause nationale il y a quelques années, le législateur, avec les moyens, avec les difficultés qui se présentent, essaie de remédier à chaque fois par petites modifications. Et donc on se retrouve avec des titres, tout d'un coup, dans une loi sur l'égalité entre hommes et femmes. Tout d'un coup, on se retrouve avec un morceau dans une autre loi qui est sur l'autorité parentale. On se retrouve avec des dispositions qui sont spécifiques au code pénal, qui interviennent également dans d'autres lois. Et finalement, il y a un morcellement. Et pour trouver finalement des solutions, on est un peu au cas par cas, on marche sur des œufs, on essaie de trouver la solution. Alors, les lois, je ne vais pas toutes vous les étudier parce qu'en plus, j'avais un très très long déroulement et je pense que ça aurait été très rébarbatif pour vous. Donc, je vais simplement vous dire, en fait, ça a commencé simplement avec le fait qu'à partir de 2010, on a cru que la solution, avec la loi du 9 juillet 2010, on a cru que la solution se trouverait dans l'ordonnance de protection. Finalement, qu'est-ce qui a changé avec toutes ces lois ? C'est-à-dire qu'au début, tout ce qui était violence conjugale, violence faite aux femmes, c'était un sujet un peu tabou. Les gens n'en parlaient pas. Ce qui a changé, c'est que maintenant on en parle. C'est qu'il y a de plus en plus des budgets conséquents qui sont accordés à ce fléau. C'est qu'avant c'était tu au sens, le verbe taire. Et ça en allait jusqu'à tuer des victimes qui n'osaient pas en parler par honte. Aujourd'hui, avec toutes les campagnes qui sont faites, on voit de plus en plus des personnes qui vont finalement être sensibilisées et se dire « mais moi, c'est ce que je vis ». Et finalement, moi, je suis dans la même situation.
Vous avez eu dernièrement un film qui avait été diffusé sur TF1, je crois, un film qui était atroce, mais qui reflétait la réalité d'une femme qui avait été victime pendant des années et qui est allée jusqu'à... En fait, on s'en est soucié quand elle a tué son mari. Donc ce film, le lendemain de la diffusion du film, moi je ne l'avais pas vu. Le lendemain, j'ai reçu un texto d'une cliente avec qui on avait mené pendant 2 ans toute une action et qui avait été victime d'une violence très différente, qui elle était une violence invisible, puisque c'était du harcèlement psychologique. Et c'est pas des dossiers, c'est des dossiers encore plus compliqués. Parce que mon confrère vous disait, il faut avoir des certificats médicaux, il faut avoir des attestations, il faut avoir des témoignages. Mais quand vous le vivez dans votre quotidien et que c'est de l'humiliation, elle s'entendait dire des choses absolument atroces et elle s'est refermée sur elle-même, refermée. Cette femme, elle est absolument brillante. Il se trouve qu'elle est cadre, elle a un métier où, dans son métier, elle excellait. Et au fur et à mesure, dans son métier, elle commençait à plus pouvoir du tout assumer. Et une personne comme ça, quand vous allez voir un juge, quand il voit son bulletin de salaire, quand il voit que tous les enfants vont bien, que tout se passe bien, quand vous lui expliquez que madame, elle souffre, il vous regarde un peu de haut en vous disant, bon, il faut peut-être arrêter d'en rajouter. Et la personne, finalement, elle se dit, je vais rien dire. Jusqu'au jour où elle se prend, finalement, un vrai coup, et où elle décide, elle, de prendre des comprimés pour en finir. Et là, on se dit, mais peut-être qu'elle disait la vérité. Cette femme, finalement, on a réussi à avoir son divorce. Le divorce n'a même pas été reconnu un divorce pour faute. Et avec tout ce qui a été fait, cette victime-là, qui est une vraie victime, elle se dit, mais personne m'a jamais vraiment cru. Et voilà, donc la violence, c'est pas uniquement la violence physique. Vous avez des différences de violence. Moi, quand vous allez demander une ordonnance de protection, c'est pas simple, parce qu'on vous demande de venir avec des preuves. On vous demande de venir avec des éléments du matériel. On vous demande d'avoir des attestations, des certificats médicaux, tout un tas de choses qui montrent une vraisemblance à ce que vous êtes en train de décrire. Quand vous êtes face à des personnes qui, finalement, se sont toujours laissées faire, ces personnes, elles sont jamais allées faire une main courante. Elles n'ont jamais prévu qu'un jour, elles auraient besoin de ces documents. Elles ont peut-être eu des mails, elles ont peut-être eu des mots, mais elles les ont jetés parce que ça leur faisait mal de les voir. Et finalement, comment on fait ? Je me suis retrouvée il y a un mois avec une cliente. En fait, on avait simplement introduit une demande en divorce. Son mari l'a très mal pris. Donc, il a réagi en conséquence. Son mari n'est pas violent physiquement. Mais il insulte. Elle vient à calvaire, il casse les objets dans la maison, etc. Les enfants voient tout ça. Et comment on fait ? Donc, on se présente devant le juge qui nous convoque pour l'audience de conciliation. Et le mari, en fait, la veille de l'audience, peut-être non, une semaine après, j'exagère, une semaine avant, fait une demande d'aide juridictionnelle. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cette audience-là n'aura pas lieu parce qu'il faut attendre qu'il ait la désignation d'un avocat. Ça veut dire que le juge va vous renvoyer le dossier dans plusieurs mois plus tard. Ma cliente, elle a tenu pendant 3 mois en me disant « je vais tenir ». Et je lui disais, on fait une ordonnance de protection. Elle me disait, non, je vous assure, je vais tenir. Et donc moi, de temps en temps, dans la semaine, j'envoyais des textos et j'essayais de voir en lui disant, ça va. Elle me disait, ça va, c'est bientôt. Et elle tenait juste par rapport à cette date.
Quand je l'ai appelé pour lui dire qu'en fait, il avait fait une demande d'aide juridictionnelle, que j'avais reçu un courrier d'un confrère qui me disait qu'il fallait qu'il attende d'être désigné, c'était très difficile parce que je me suis dit, en fait, ça veut dire qu'elle avait l'espoir d'une date. Et là, elle se retrouve, on est obligé de lui dire qu'en fait, elle va attendre encore. Donc je lui dis, on va essayer de faire une ordonnance de protection. Et elle me dit on va aller à l'audience, on voit. Donc on est allé devant le juge, il n'y avait que nous, en lui expliquant que voilà, qu'il y avait urgence, mais qu'en même temps, il y avait cette demande, que forcément, il allait renvoyer. Comment on fait? Donc, très précisément, donc moi j'avais les certificats médicaux, les attestations de son médecin qui disait que madame avait des problèmes et que madame prenait des antidépresseurs, mais ça ne montre pas que c'est de la faute de son mari. Ça ne fait pas le lien, un certificat médical, une ordonnance, ça ne suffit pas à montrer une vraisemblance de violence et que ça impute à son mari. Donc à partir de là, comment on fait? J'avais toute cette situation où finalement moi je vois une personne en souffrance et on se dit mais... Donc la juge nous dit à ma cliente, essayez de faire une demande d'ordonnance de protection. Mais ce ne sera pas facile parce qu'avec ce que vous avez là, il vous faut beaucoup plus. Il y a 3300 demandes d'ordonnance de protection qui ont été faites en 2013, je crois. Il y en a 2600 qui ont été accordées. Donc, entre ceux qui l'ont faite et ceux, la différence, c'est que quand on l'a fait, généralement, cette demande, il faut vraiment avoir des éléments qui permettent de l'obtenir, parce que ce serait dramatique de faire une demande et de se voir rejeter la demande pour la cliente, pour ce que la personne, son ressenti sur la situation, et en fait ça vraiment inciterait cette personne à ne plus rien dire, parce que finalement en se disant personne ne me croit, on ne va pas me croire, on me dit que c'est léger. La violence, là je vous parle de violence psychologique, il y a aussi la violence qui est la violence économique. Vous avez des personnes qui se retrouvent, qui viennent vous voir et qui en fait, vous comprenez que cette personne ne contrôle rien. Ses papiers, elle ne les a pas, c'est son mari qui les a. Sa carte vitale, elle ne l'a pas, c'est quand il lui donne. Pour faire les courses, c'est je te donne 20 €, mais qu'est-ce que tu en as fait? C'est pas possible, tu as utilisé 20 € sur cette semaine. C'est trop, c'est du contrôle qui est fait d'un point de vue économique. Et tout ça, c'est difficile de le prouver. Alors ensuite, vous avez des situations où finalement les choses s'inversent. Parce que ce qui est important, comme vous le savez, c'est la question des preuves. Et puis vous avez les cas où finalement la personne qui vient vous voir, curieusement, elle vient avec un dossier mais bien constitué. Alors il se trouve que moi, quand ça s'est présenté, j'étais dans le cas inverse, je défendais le mari. Et il ne savait pas, il était chez lui tranquillement et il s'est retrouvé en garde à vue. On m'a appelé en me disant votre client nous a donné votre numéro. J'étais dans simplement un divorce et on s'est retrouvé dans un volet pénal. Il était assis sur son canapé, il avait son enfant sur les genoux et la police est arrivée et hop, en garde à vue. Ce qui fait que il ne savait même pas ce qui s'était passé, parce que pour lui, il était simplement assis et il ne se passait rien. Il voyait sa femme s'agiter dans tous les sens et courir dans tous les sens, et la police arriver sur lui, le plaquer, lui dire de poser doucement l'enfant. Et donc il était là et il n'avait jamais vu la police de sa vie arriver, il n'avait jamais mis les pieds dans un commissariat. Et quand je suis allée le voir en garde à vue, la première chose qu'il m'a dit, je leur ai demandé un coca et ils ne me l'ont pas apporté. Il me dit, qu'est-ce que je fais là?
Je lui dis, bah écoutez, pour l'instant, je ne sais pas plus que vous. Qu'est-ce que vous avez fait? Il me dit, j'ai rien fait. Il se trouve que la garde à vue, elle a été prolongée à 2 reprises. Il est resté... et puis, il ne comprenait rien. Donc, bon, j'ai eu quand même l'accès au dossier alors qu'il était en garde à vue, et je voyais les déclarations de son épouse, les PV d'audition, où elle l'accusait de viol, de violence sur enfants mineurs, dont un handicapé, où elle disait que ça durait depuis 4 ans et demi, où elle avait fait, je ne sais pas, 6 ou 7 mains courantes, où elle avait fait tout un tas de déclarations auprès d'intervenants sociaux. Elle avait fait des demandes d'aide parce qu'elle n'avait pas de quoi acheter des courses, etc. etc. Et la procédure, donc mon client, il s'est retrouvé directement, direction juge d'instruction, placé sous contrôle judiciaire. On voulait le placer en détention, mais heureusement, on a réussi à faire en sorte qu'il ne soit pas placé en détention provisoire pendant 4 mois, mais qu'il se retrouve uniquement sous contrôle judiciaire. L'instruction a duré 1 an, donc sous contrôle judiciaire, interdiction de quitter le territoire français. Mon client a fait une dépression parce qu'il ne voyait plus ses enfants, parce qu'il était accusé, parce qu'il n'avait plus le droit de mettre les pieds dans le département. Il a perdu son emploi. Pour lui, ça a été totalement un traumatisme énorme, des conséquences sur sa vie où il a pensé au pire. Et au final, au cours de l'instruction, en fait, le dossier était strictement vide au point où elle ne venait même pas aux auditions et aux confrontations quand elle était convoquée. Et simplement, c'est qu'elle pouvait rester dans le domicile et qu'elle a cru que ça marcherait comme ça. Au final, l'instruction, il y a eu un non-lieu. Nous, on a pu montrer que madame, elle travaillait, qu'elle avait des bulletins de salaire et qu'en même temps, elle faisait des demandes, qu'il ne savait même pas, lui, alors qu'il était marié avec elle, qu'elle avait trouvé un emploi, que... il ne savait même pas ce qui se passait dans la journée, que heureusement mon client n'est pas très bien organisé, donc il effaçait pas ses mails, ou le jour où elle faisait sa main courante, elle lui envoyait un mail pour lui dire mon chéri tu me manques, donc heureusement que lui il avait tout ça dans sa boîte mail, heureusement qu'on a réussi à montrer que c'était pas possible d'aller faire une main courante à 14h et d'envoyer 2 heures plus tard un mail pour dire qu'est-ce que tu fais, tu rentres à quelle heure, simplement pour être sûr qu'il n'allait pas rentrer avant qu'elle soit rentrée elle du travail. Donc voilà, si vous voulez, nous on est confrontés finalement à des dossiers où la réalité fait que le dispositif juridique il est là, mais après qui l'utilise, qu'est-ce qu'on en fait? La vraie victime, des victimes en fait qui vous disent rien, celles qui parlent très peu, celles qui finalement vont pas s'agiter dans tous les sens, elles n'osent même pas en parler tellement pour eux c'est une honte, c'est un peu de leur faute. Et du coup elles se trouvent dans la situation où elles n'ont pas ce réflexe. Et c'est ces gens-là qu'il faut aider en finalement les dirigeant, en les incitant la première chose à parler. Pour que un client vous fasse confiance et qu'il commence à parler, la personne qui est victime, c'est pas forcément celle qui vient vous le dire tout de suite. Et c'est au fur et à mesure que vous allez vous rendre compte, quand la personne se sent en confiance, qu'elle commence à vous dire des choses où vous vous dites « Ah oui, mais c'est pas normal ». Et elle vous dit « Ah bon ?» Des fois, il y a des gens qui disent « Ah bon, mais il n'a pas le droit de faire ça ?» Mais non. Et du coup, voilà, on se retrouve dans des cas où finalement, c'est difficile et c'est aussi à nous de faire la part des choses. De savoir, d'essayer de voir si on n'est pas nous-mêmes manipulés et qu'on ne fonce pas la tête dans le guidon sur une situation. C'est pour ça qu'aussi au niveau des juridictions, ils voient de tout et donc maintenant il y a un peu de scepticisme puisque c'est devenu un peu à la mode que certaines personnes essaient d'utiliser. Voilà. Après... le dispositif juridique, il est important
Et il y a encore des tas de lois qui sont faites. Par exemple, vous avez en matière pénale le fait que ce soit sur un conjoint, sur un ex-concubin, sur une personne avec qui on a été capsé, ce sont des circonstances aggravantes. Donc ça entraîne que c'est encore condamné encore plus fortement. Et à partir de là, bon, simplement ce que je voudrais dire, c'est que vous voyez que finalement l'arsenal juridique, il est très important, complet. Il y a plein de spécificités, de choses qui sont prévues à la disposition des femmes. Vous avez aussi cette possibilité en fait qui est d'appeler sur les numéros, etc. Et tout est prévu pour faire en sorte que les gens parlent, ce qui est la première chose. Et malheureusement, vous avez la réalité qui est que on vous dit qu'il y a 216 000 femmes qui avaient été recensées comme victimes de violences conjugales, et quand vous voyez au niveau des plaintes, c'est 10%. Donc, où sont passées toutes ces victimes qui sont finalement des victimes silencieuses. Vous avez un nombre conséquent de lois, et finalement, quand vous allez faire une étude sur le terrain, vous avez très très peu d'application qui est réellement faite. Donc on me dit que j'ai plus de temps, alors je répondrai aux questions. Merci, Maître Abidal. Je dis pas. Vous aurez le temps qu'il faut tout à l'heure, mais maintenant il y a une des questions pour Maître Abidal. J'ai plus de avis. Moi j'en ai une. Oui. Est-ce que les cas que vous avez cités sont tous des migrantes ou migrants, ou c'est dans la population générale? En fait, ça peut être des personnes immigrées, mais ça peut aussi être les deux se présentent. Il se trouve que les deux cas, ce sont des personnes immigrées. Voilà. Maintenant, ça me fait plaisir, hein, c'est une question de... Ah, pardon, je ne vous ai pas vu. Ah, ben c'est très bien. Ça vous... Présentez-vous, si ça ne vous dérange pas. Non, du tout. Donc, Kitty Magos, je suis conseillère conjugale et familiale, je travaille au Conseil général de l'Essonne. Moi-même, je suis migrante. Donc, je voulais savoir, en cas d'ordonnance de protection, et quand le bail est au nom des deux partenaires, qui paie le loyer? C'est le monsieur qui est éloigné du domicile, c'est la dame qui reste au domicile, comment ça se passe dans ce cas? Merci. Ben, l'un ou deux, hein, ça vous concerne. Ils ont parlé les deux du même cas. Je compléterai. Comme tu veux. Oui, c'est une difficulté, effectivement, lorsque il est ordonné à... Ah, pardon. On a l'habitude, Il faut éteindre le vôtre. On ne plaide pas avec des micros. Bon, merci. Donc, c'est une difficulté majeure, effectivement, lorsqu'il est ordonné donc au conjoint violent de quitter le domicile. Alors, plusieurs situations. Soit ils sont propriétaires et alors le conjoint victime conserve la jouissance du bien, soit c'est la plupart des cas, il s'agit donc d'une location et la victime reste toujours, puisque c'est ordonné qu'elle conserve donc la jouissance, donc celui qui reste dans les lieux va devoir s'acquitter du loyer. Alors la difficulté, je l'entends bien, c'est que parfois la victime ne travaille pas, et c'est souvent le cas. Alors là, c'est votre travail par la suite qui arrive. Ce sont donc comment on appelle, les travailleurs sociaux qui vont chercher, notamment des aides, l'assistante sociale qui va demander au Conseil général une aide, et il y a une solidarité qui se met en place. Je pense que, moi j'ai eu déjà le cas comme ça, et effectivement c'est le Conseil général qui a pris en charge donc une partie des loyers avec un échelonnement donc de la dette locative, et c'est comme ça que alors s'il y a des enfants,
s'il y a des enfants, c'est là où la situation pourrait également apporter une solution. C'est qu'il y a une pension alimentaire, puisque la procédure va suivre, il y a une pension alimentaire, il y a peut-être un devoir de secours qui va être décidé par le juge, ce qui fait que la femme, si évidemment, je parle toujours du conjoint pour être neutre, conformément à la loi. Donc le conjoint qui part et qui paye donc la pension alimentaire va permettre à l'autre conjoint victime de faire face à toutes ces difficultés. Je pense avoir répondu à votre question et complément peut-être. Alors, en fait, quand le juge rend l'ordonnance de protection, il statue un peu sur la situation comme c'était des mesures, comme si ce sont les mesures provisoires dans le cadre du divorce, dans l'intermédiaire. Et du coup, le loyer peut, s'il était payé par le mari, au titre du devoir de secours, il peut condamner donc le mari à payer le loyer au titre du devoir de secours, même s'il n'a pas la jouissance du domicile, puisque de toute manière il est éloigné du domicile et du coup il ne peut pas approcher du domicile, mais il reste tenu au titre du devoir de secours à l'obligation de payer le loyer et une pension pour les enfants. Mais ça, c'est la situation où le mari, si vous voulez, peut y subvenir. Parce que comment on fait si si le mari n'a pas, lui, la possibilité de payer ce loyer, de se reloger lui, et de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants. Donc là, on se retrouve dans des situations de relais où finalement ce sont les caisses d'allocation familiale qui prennent en charge. Mais si le mari, lui, avait les moyens, le juge n'hésite pas à le condamner à le faire. Encore, il y en a 2, 3. Oui. Pardon. Nazir Chalabi de Bonvelin, espace projet interassociatif. Donc, moi, je voulais revenir un petit peu sur les 10% parce qu'on parle des femmes battues. C'est vrai qu'il y a, moi j'en connais quelques-unes, j'en ai connu, malheureusement aussi. Il me semble qu'il y a un chemin dans la tête qui prend des années avant qu'elle puisse partir. Quelquefois c'est 5 ans, j'en connais une là, actuellement, elle est sur ses 12 ans, d'autres c'est sur 24 ans, 25 ans, donc c'est très très long pour partir. Elles partent pas parce qu'elles n'ont pas confiance en elles. Et ça a été, je dirais, un travail de sabotage, de morale et de choses comme ça qui a duré pendant des années et qui font que c'est des femmes brisées qui ont du mal à se reconstruire, qui ont du mal à faire confiance à elles-mêmes, à leur capacité, à pouvoir s'occuper des enfants et à pouvoir justement prendre leur autonomie. D'où je pense que les 10%, quand on dit à 10% de plaignants, mais elles finissent un jour ou l'autre par partir, mais sur du temps et dans un état catastrophique quelquefois. Voilà, je voulais dire sur tout ça. Je parlerai aussi des femmes qui ne peuvent pas partir, qui ont envie de partir et qui ne partent pas, parce que soit le mari ne travaille pas, soit elle aussi elle ne travaille pas. Ça, on est aussi dans cette situation-là, qui se subissent mutuellement parce que au niveau alimentaire, au niveau travail, ils ne peuvent pas s'en sortir aussi l'un sans l'autre. Donc il y a des haines énormes dans des familles où ça tape des deux côtés quelquefois, mais ils sont ensemble parce que la société ne leur permet pas de prendre leur émancipation, de travailler l'un et l'autre, de prendre en charge les enfants. Merci, c'est un complément. Là, il y a une personne, à vous, madame. Je suis Laure Yamba, je suis assistante spéciale au Conseil général de la Seine-Saint-Denis. Voilà. Et je voulais revenir un peu, je voulais adresser la question à Maître Abika.
En fait, l'arsenal juridique, elle est là. Oui, il est là. Je sais pas. Il existe et il s'applique. En même temps, au-delà des difficultés rencontrées par les femmes, généralement victimes de ces violences, qui décident de partir, qui ne peuvent pas, parce que il y a plusieurs éléments qui ont été évoqués. Je voulais juste revenir sur le fait aussi de la place de l'autorité symbolique de la culture d'origine du pays dont on vient, qui constitue réellement un frein par rapport à des personnes, sans stigmatiser, pas toutes, mais certaines personnes migrantes, d'où la difficulté déjà de venir parler de ces violences auprès des institutions, la difficulté de pouvoir demander de l'aide. Comment, ma question est celle-là, comment concilier la loi et la place justement de cette autorité symbolique qui est la coutume, qui est la culture d'origine. Merci, Maître Abida. Alors, votre question, elle est intéressante, mais en fait, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que c'est un sujet où finalement, moi j'ai déjà eu des cas où c'était une cliente franco-française, son mari franco-français, et c'était encore plus difficile pour elle. Pourquoi ? Parce que ça n'avait même pas de différence finalement avec un autre cas où il y avait une origine étrangère. Elle, son mari, il est directeur d'un service de psychiatrie. Il lui faisait vivre un calvaire au quotidien en lui disant que sans lui, elle n'était rien. Et elle n'avait aucun moyen financier, puisque lui avait tous les moyens financiers, et elle n'a fait que élever les enfants. Elle est restée plus de 20 ans. Sans arrêt, elle était minimisée. Et là, finalement, par rapport à sa culture, elle, voyant tout le monde autour, elle jouait le jeu de la personne dans la vie parfaite. Mais elle n'en pouvait plus, absolument plus. Et à bout de force, au bout de 20 ans, elle a fini par parler. Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question, mais si vous voulez savoir si le côté, finalement, par rapport à la culture, ça va jouer un rôle dans le fait qu'elle en parle ou pas, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. Dans le travail au quotidien, moi j'ai eu des cas tout à fait concrets avec un travail très difficile à mettre en place par rapport à une personne, une dame qui était victime de violence. Là, vraiment, je cible une personne migrante. Une personne migrante. Parce que c'est que vous dites, mais c'est par rapport à... Là, vous avez pris l'exemple d'un couple franco-français. Ça existe aussi. Ces cas-là existent. Mais là, en l'occurrence, pour la journée par rapport aux familles, j'ai ciblé. Et la difficulté dans le travail d'accompagnement et même dans le signalement fait par rapport aux enfants et la protection des enfants et de madame qui était victime de graves violences psychologiques, économiques, sexuelles et physiques, les grandes difficultés étaient liées au fait que madame est revenue plusieurs fois sans pouvoir avancer, dire « Ma belle-mère est très gentille. Elle a été toujours gentille, elle ne vit pas ici, naturellement, elle vit en dehors de la France, et elle a toujours soutenu notre couple. Je ne veux pas laisser d'autres, je ne veux pas trahir monsieur. Madame a toujours dit aussi, le grand frère de monsieur qui vit en France vient me voir en me demandant de ne pas avancer dans la procédure. Parce que. Donc elle avançait des raisons, elle verbalisait, elle disait les choses. Et nous avons été dans une grande difficulté avec l'aide sociale à la France. Nous avons avancé des choses avec l'adhésion de madame, sauf que chaque fois, madame est revenue en arrière en disant « Le frère de monsieur est passé me voir. Les amis
vont me critiquer par rapport à notre communauté. Ma belle-mère, elle ne veut pas, elle ne pourra pas accepter cette démarche. Et il n'y a pas que cette famille-là. J'entendais, et nous comprenions les choses, parce que moi-même, je suis une femme migrante. Donc, je comprends aussi le poids et la place de cette façon-là de parler. Voilà. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a une autre démarche à faire. Aider ces personnes-là à dire, ben voilà, il y a, ça c'est ce que je pense, mais ça peut être à côté de la plaque. Aider ces personnes-là à dire, il y a une tradition, il y a une coutume, et il faut la respecter, cette coutume, parce qu'on est tout un ensemble de tout ça, mais en même temps, ne pas accepter le poids, le frein de cette coutume par rapport à ce que vous vivez. Mais comment transmettre ces messages? Comment faire avancer ces choses? Alors, malheureusement, je pense que là, la loi, elle ne peut pas, juridiquement, le législateur, il peut rien faire là-dessus, mais c'est tout le travail, justement, votre travail sur le terrain, votre accompagnement, le fait que la personne se sente en confiance et qu'elle puisse s'exprimer. Mais je pense que petit à petit, ces personnes, ça prend plus de temps sûrement, mais elles font déjà le premier pas d'aller, de commencer à en parler, et finalement, c'est toutes ces pressions autour qui les empêchent d'avancer et d'avoir une vraie protection. Mais je vous avais donné cet exemple pour vous dire qu'en fait, dans un cas, c'est difficile parce qu'on est migrante, mais peut-être que c'est le domaine où finalement toutes ces femmes, elles ont ce point commun d'avoir des difficultés qui sont des difficultés différentes. Ça peut être lié à la culture, ça peut être lié à plein de choses. Et finalement, ça, une loi pourra jamais rien y faire. Juste un complément. Oui. Juste un complément, si vous permettez. Alors, je réponds à votre question, madame. Je connais le droit marocain, que je travaille beaucoup. Dans le droit marocain, lorsqu'il y a un conflit entre conjoints, il y a donc la réconciliation. Mais il y a aussi une personne qu'on appelle l'arifa. C'est une femme, une connaisseuse donc des conflits, qui vient et qui intervient pour rapprocher un peu les points de vue. Alors, un parallèle avec le droit français. Ça fait pas longtemps que, le 4 avril dernier, nous avons en France un décret qui nous oblige, avant donc d'engager une procédure judiciaire, c'est de passer à la médiation. Et la médiation, là, alors il y a tout un travail aujourd'hui qui se fait au niveau donc des barreaux, de formation sur la médiation, sur le droit collaboratif, etc. Enfin, tout un tralala là-dessus qui est important et qui permet aujourd'hui, donc, dans tous les domaines du droit, de faire de la médiation. Alors la médiation, évidemment, il y a des médiateurs qui sont spécialisés, que ce soit dans les conflits conjugaux, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans le social, etc. Et donc, il y a un pullulement donc, de médiateurs aujourd'hui, soit des médiateurs privés, soit des médiateurs publics désignés par le tribunal. Alors, ce que je vous suggère, je vous donne cet exemple. Vous dites à cette dame, sans stigmatiser, mais dans votre pays, peut-être il y a quelqu'un qui procède à une réconciliation. Au Maroc, en tous les cas, il y a une femme qu'on appelle la connaisseuse et qui fait que, dans un conflit, on essaie de rapprocher les points de vue. Alors, en France, il y a le médiateur. Moi, je l'ai pratiqué avant que la loi de médiation ne soit entrée en vigueur. Et j'ai empêché, alors vous voyez, les avocats ne sont pas là toujours pour la procédure et pour le conflit, j'ai empêché un divorce. Comme ça, j'ai permis à une femme de retrouver son foyer, ses enfants, et de continuer sa vie. Ça fait maintenant plus de 10 ans que ça dure, après avoir vécu avec son mari plus de 20 ans. Voyez, donc la médiation, c'est, je pense, la solution, en essayant donc de trouver un rapprochement avec le pays d'origine. Ça vous demandera peut-être un petit travail donc, de recherche,
Ben, vous êtes bien placé pour le faire. Est-ce que je peux compléter? Merci, non, merci. Vous êtes vraiment très sympa. Mais il y aura deux et le temps nous presse. Après, je vous donne la parole, mais il faut être bon et juste. Comme on est bon tous ensemble, eh ben, la justice. Il y aura des questions qui seront peut-être soulevées par les deux intervenantes. Parce que je sais, si vous avez lu leur résumé, ils en parlent. Je donne la parole à Madame Abed. À vous. Merci beaucoup. Alors, je vais juste simplement commencer mon propos par vous présenter la structure dans laquelle j'interviens. Je suis juriste au CIDFF de Paris, qui est le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles, qui est une association qui, sur le territoire parisien, lutte pour la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et qui travaille au quotidien au travers de ses actions et de ses missions pour promouvoir l'autonomie professionnelle, personnelle et sociale de ces femmes. Donc au CIDFF de Paris, vous avez un service juridique, donc on reçoit toutes les femmes sur rendez-vous de manière gratuite et anonyme, soit dans le cadre d'informations juridiques ponctuelles, soit dans le cadre d'un accompagnement à court, moyen ou long terme. Et en fait, une grande partie de notre activité est consacrée à la prise en charge des situations de violence conjugale. Et là, mon propos va rejoindre un petit peu ce que vous avez évoqué tous les deux. Sur le territoire parisien, le CIDFF de Paris est en fait l'association référente en matière d'ordonnance de protection. Donc, nous intervenons pour aider les femmes à constituer leurs requêtes, à constituer leurs demandes. Et nous travaillons pour ça en collaboration avec un certain nombre d'avocats. Donc, je serais heureuse d'avoir vos contacts. Donc, nous aidons à rassembler les pièces qui vont être nécessaires, pièces qui vont prouver la vraisemblance des violences conjugales alléguées et surtout qui vont prouver l'immédiateté du danger, puisque pour obtenir une ordonnance de protection, encore une fois, ce n'est pas automatique. Lorsqu'il y a des violences conjugales, il faut prouver la vraisemblance de ces violences conjugales et il faut prouver l'immédiateté du danger pour la victime et pour les enfants. Donc nous, notre travail, c'est un petit peu, dans un premier temps, d'aider ces femmes à reconstruire, à construire leur récit, parce que comme vous le savez, en matière de violence conjugale, c'est très très difficile. Les femmes sont souvent très très atteintes et ne serait-ce que faire replacer les choses chronologiquement, etc., ça peut être un petit peu délicat. Donc nous, on intervient ici pour mettre les choses à plat, pour mettre les choses par écrit, et ce qui est important d'ailleurs pour le juge aux affaires familiales. Et on aide aussi à faire le tri dans les pièces qui sont sollicitées par le JAF pour obtenir cette ordonnance de protection. On est également présent aux unités médico-judiciaires, ce qui nous permet, pour les ordonnances de protection, vu qu'on intervient dans l'urgence, dans le cadre de l'ordonnance de protection, d'obtenir notamment les certificats médicaux des UMJ, ce que la victime n'a normalement pas dans le cadre d'une procédure particulière, puisque suite à cet examen aux UMJ, le dossier est transmis immédiatement aux policiers et au parquet. Donc nous, vu qu'on est sur place, dans le cadre de l'ordonnance de protection, on peut accompagner la victime pour obtenir son certificat médical qui est, et ça l'a été souligné, très important dans cette demande d'ordonnance de protection. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à l'OP. Je vais simplement rajouter qu'on est également sur Paris l'association qui s'occupe du dispositif du téléphone d'alerte pour les femmes en très grave danger. Donc ce sont les juristes du CIDFF de Paris qui traitent les signalements parce que l'attribution d'un téléphone d'alerte n'est pas automatique. C'est le procureur de la République, donc de Paris, qui prend la décision de l'attribution du téléphone et c'est également le procureur de la République qui prend toutes les décisions de renouvellement ou de sortie du dispositif. Donc nous traitons les signalements, nous réalisons l'évaluation de la situation, on va regarder si les critères de très grave danger sont réunis et si c'est le cas,
nous envoyons un rapport au procureur de la République en vue de l'attribution. Et en cas d'attribution de ce téléphone d'alerte, nous suivons la personne, la femme, durant tout le temps de sa protection. Alors juste, peut-être qu'il est important de vous dire quels sont ces critères de très grave danger. Donc déjà, le dispositif du téléphone d'alerte, il existe à Paris depuis 2012. Il a été mis en place sur notre territoire à titre expérimental et c'est la loi du 4 août 2014 que vous avez évoquée sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes qui a généralisé ce dispositif sur l'ensemble du territoire français. Alors, pour pouvoir bénéficier d'un téléphone d'alerte, il faut être femme victime de violences conjugales. Si on prend les articles du Code de procédure pénale, on ne parle pas de victime, on parle de femme victime de violences conjugales. Donc, pour l'instant, les hommes sont exclus du dispositif. La communauté de vie doit être rompue. Ils ne doivent plus vivre sous le même toit. Et il doit exister une interdiction d'entrer en contact avec la victime. Donc, qu'elle soit dans le cadre pénal ou dans le cadre civil. Dans le cadre civil, on peut l'obtenir avec l'ordonnance de protection. Dans le cadre pénal, c'est par exemple s'il y a un contrôle judiciaire avec une interdiction d'entrer en contact avec la victime, ou encore s'il y a une condamnation avec un sursis mis à l'épreuve, toujours avec cette interdiction d'entrer en contact avec la victime. En général, les personnes qui entrent dans ce dispositif de téléprotection sont des personnes qui ont déjà eu une ordonnance de protection qui n'est pas respectée, ou alors on a des contrôles judiciaires qui sont violés, des sursis mis à l'épreuve pas respectés, des menaces de mort réitérées, une multiplication dans les procédures. Donc ça, c'est des petits éléments qui nous mettent un petit peu la puce à l'oreille et qui nous font aller dans le sens d'une évaluation. Donc ces téléphones, il y en a 20 sur Paris et à ce jour, il y en a 14 actifs. Donc sur le territoire parisien, on suit 14 femmes qui sont en situation de très grave danger. Voilà ce que je pouvais vous dire sur notre activité. Je vais peut-être dire aussi que je suis contente d'être présente avec vous à cette journée d'échange qui concerne les discriminations dont sont victimes les femmes immigrées. Vous dire qu'au centre, nous, les femmes immigrées, on en reçoit un nombre assez important et dans la plupart des cas, c'est toujours pour les mêmes situations, c'est-à-dire des situations de violence conjugale auxquelles viennent s'ajouter des problèmes qui sont liés à leur titre de séjour. Alors même si vous avez parlé d'autonomisation du statut de ces femmes, nous, quand on les rencontre, malheureusement, leur droit au séjour est limité à la sphère familiale, à la sphère conjugale, puisque la femme ici, elle n'est pas prise en tant que personne autonome, mais plutôt en tant qu'épouse d'un conjoint français ou d'un résident étranger. Et comme vous le savez certainement, selon notre législation française actuelle, le droit au séjour de ces femmes en raison du mariage, il est subordonné à une condition administrative qui est celle de la communauté de vie. Et cette absence de statut autonome et cette dépendance, puisqu'indéniablement, ça va créer un lien de dépendance qui donne lieu parfois, et même dans beaucoup de cas, à des abus, cette absence de statut autonome et cette extrême dépendance est extrêmement problématique pour les situations de violence conjugale, où là, très fréquemment et très clairement, les femmes immigrées vont nous dire « Non, je préfère rester parce que j'ai peur de perdre mes papiers ». Ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent, de même que le chantage au papier. Non, je ne t'accompagne pas à la préfecture si tu ne fais pas ça, ou je ne t'accompagne pas à la préfecture si tu ne me donnes pas ça. Ou encore la confiscation de papier qui est purement et simplement un vol, puisque rappelons que pour les époux, l'immunité qui existe pour le vol ne tient pas lorsque ce vol porte sur les documents qui sont indispensables à la vie quotidienne. Et puis on rencontre aussi des situations encore
plus problématique où j'ai un cas en tête, donc qu'on a une femme de nationalité algérienne qu'on a rencontrée récemment, qui a été victime de séquestration pendant 3 mois, 3 mois durant lesquels elle a subi quotidiennement des violences sexuelles et physiques très très lourdes. Et lorsqu'elle est arrivée vers nous, elle était incapable de nous dire où elle vivait. Le seul point de repère qu'elle avait, c'était de nous dire qu'il y avait une boulangerie en bas de son balcon. Donc, il ne faut pas penser que ce genre de situation, pour les femmes immigrées, sont anecdotiques. Au contraire, on en rencontre énormément. Et vous le savez, vous l'avez évoqué tout à l'heure, madame, c'est ce qui explique qu'on retarde le départ. C'est que les violences conjugales, et ça c'est pour toutes les femmes, sont basées sur un phénomène d'emprise et de domination masculine qui est ici, pour les femmes immigrées, exacerbé par ce frein supplémentaire, par cette peur de se voir retirer ses papiers et d'être reconduite à la frontière. Donc encore une fois, c'est ce qui explique que certaines d'entre elles préfèrent, entre guillemets, rester au domicile et subir des nouvelles violences plutôt que de partir. Donc ça, le législateur, il en a quand même pris conscience. Donc c'est assez récent, c'est au cours des années 2000, comme vous l'avez dit, à un moment où la prise en charge des situations de violence conjugale est devenue une priorité pour notre société, à un moment où les violences conjugales ont cessé d'être enterrées dans la sphère privée et ont été reconnues par les pouvoirs publics. Du coup, le législateur, il a prévu un certain nombre de dispositions dans la loi qui sont logiquement de nature à assurer la protection de ces femmes. Tout à l'heure, on a parlé de l'ordonnance de protection. C'est l'occasion pour moi de dire que depuis la loi du 9 juillet 2010, les personnes qui sont bénéficiaires d'une ordonnance de protection obtiennent de plein droit, dans les plus brefs délais, un titre de séjour vie privée et familiale pendant une durée de 1 an. Donc là, c'est très important puisqu'il s'agit d'une obligation pour la préfecture. Là, il n'y a pas de pouvoir d'appréciation. Si la personne bénéficie d'une ordonnance de protection, elle a droit de manière automatique et de plein droit à ce titre de séjour. Dans la pratique, il n'est pas rare qu'il soit nécessaire de faire un petit courrier en rappelant les dispositions de la loi pour obtenir une concreto l'attribution de ce titre de séjour. Mais maintenant sur Paris, alors je ne parle pas pour les autres départements parce que j'en ai pas la connaissance suffisante, mais sur Paris maintenant ça fonctionne plutôt bien par rapport à l'ordonnance de protection. Vous avez un autre cas d'attribution automatique de titre de séjour pour ces femmes immigrées victimes de violences. C'est lorsque les violences ont lieu après l'arrivée sur le territoire français, mais avant la délivrance de la première carte de séjour temporaire. Donc là, on est dans la même situation. Le préfet, il a une obligation de délivrer le titre de séjour. Mais là où les choses vont un petit peu se corser et les problèmes se poser, c'est au moment du renouvellement de ce titre de séjour. Parce que dans cette hypothèse, ce que dit la loi, c'est que si la communauté de vie a été rompue en raison des violences subies par la victime, le préfet, l'autorité administrative, peut en accorder le renouvellement. Donc là, on n'est plus dans une obligation, dans une attribution de plein droit du titre de séjour et les préfectures, les préfets vont retrouver un pouvoir d'appréciation à 100%. C'est-à-dire qu'ils vont apprécier la réalité des violences alléguées. Alors, du coup, si une femme immigrée se trouve dans cette situation, il faut bien préparer le dossier avec un maximum d'éléments qui vont être de nature à prouver la réalité des violences. Donc ça va être les mains courantes, ça va être les plaintes, ça va être des jugements correctionnels s'il y en a, des certificats médicaux, des attestations de témoignages, etc. etc. Mais il reste qu'il y a un vide, puisque là, il y a un pouvoir d'appréciation à 100%. Et si je peux
un petit peu grossir le trait, on peut dire que dans certaines situations, il vaudrait mieux être victime de violences conjugales dans un département plutôt que dans un autre, parce que indéniablement, il y a une interprétation à géométrie variable de ces dispositions, et les préfectures n'ont pas la même interprétation, ce qui pose un réel problème d'égalité. D'ailleurs, sur ce problème du renouvellement, il y a une circulaire ministérielle en 2011 qui est venue préciser que, attention, au niveau des préfectures, pour accorder le renouvellement, vous ne devez pas, de manière automatique, solliciter une ordonnance de protection. Parce que ça, c'était la grande crainte des associations. C'était... Oui, oui. D'où... Pardon ? On en parlera après si vous voulez. Ouais. Donc cette circulaire est venue dire un petit peu attention, vous ne pouvez pas de manière automatique solliciter une ordonnance de protection pour prendre la décision d'un renouvellement d'un titre de séjour. Donc beaucoup de difficultés encore. Alors je vais simplement conclure mon propos par vous dire que la loi avec ses dispositions, donc que ce soit la loi du 9 juillet 2010 qui a mis en place l'ordonnance de protection, ou par la suite la loi du 4 août 2014, la loi elle a instauré une certaine protection pour ces femmes immigrées qui sont victimes de violences conjugales, ce qui est une avancée considérable et certaine pour le respect de leurs droits fondamentaux. Mais il n'en demeure pas moins que cette protection reste aujourd'hui tout à fait incomplète et qu'il reste de nombreux efforts à faire. Voilà, merci beaucoup. Voilà, c'est pour préciser, avec l'accord de nos amis du Rhône-Alpes, peut-être on va vous prendre un tout petit peu de temps si ça ne vous dérange pas, mais ça, sinon on le prendra sur le nôtre tout à l'heure, donc vous aurez votre temps. C'est que normalement, on devrait se retrouver au 19e arrondissement. Il y en a même qui ont fait le voyage, on m'a rencontré. Donc on avait suffisamment de temps. Et dans cette salle, malheureusement, on ne peut pas rester au-delà de 16h30. C'est pour cela qu'on a rétréci un petit peu le temps. Mais on arrivera à trouver le temps suffisant pour que tout le monde intervienne et participe. Mais il faut qu'il y ait une question à notre ami. Ceux qui ont voulu poser une question tout à l'heure, c'était dans le même sens. À vous, voilà. Et j'ai vu là après, Yann. Bonjour, je suis Anne Chrétien, je suis formatrice en français langue d'intégration et j'ai travaillé pendant de nombreuses années en centre d'accueil pour demandeurs d'asile où en effet on rencontrait des couples, des familles primo-arrivantes où les codes sociaux par les femmes étaient parfois plus vite intégrés que les hommes, ce qui créait en effet autour de la liberté, de l'égalité homme-femme, qui engendrait certaines violences conjugales. Et je rejoins en effet la collègue assistante sociale qui évoquait tout ce qui est autour des codes culturels aussi d'origine, où c'est pas toujours évident à gérer. Ma question était la suivante. Donc vous avez bien évoqué les conséquences pour les femmes migrantes au niveau de leur titre de séjour. Mais pour l'auteur en fait de victimes, de violences conjugales, pardon, si la personne est en cours de régularisation, quelles seraient les conséquences sur son titre de séjour? Parce que ça aussi, ça peut être une pression sur la femme. Et je pense aussi aux femmes, aux familles hébergées dans les centres d'hébergement, où il y a aussi une pression de la communauté présente, où la femme pourrait être vécue comme pointée du doigt, en tout cas comme celle qui a dénoncé son mari et qui a du coup engendré un tas d'autres difficultés pour la famille, ce qui engendre aussi des difficultés à parler.
Donc voilà, quelles sont les conséquences pour la personne si elle est en cours de régularisation, pour l'auteur des violences? Alors, je pense qu'il faut préciser que chaque cas est particulier et qu'une réponse générale ne peut pas être donnée à cette question. Je suis désolée, je ne vous vois pas. Pas très agréable. Donc chaque cas est particulier, hein, une réponse globale ne peut pas être donnée à cette question. Après, effectivement, ça va dépendre où il en est. Est-ce que c'est une carte, un titre de 1 an? Est-ce que c'est une carte de résident ou autre? Moi, très honnêtement, de par mon travail, hein, et de par ma formation, j'ai pas trop travaillé l'aspect auteur et conséquences sur les auteurs. Peut-être que vous voulez ajouter quelque chose, peut-être que vous avez des informations. Je pense que la condition, par contre, si c'est l'auteur qui était en cours de régularisation, je pense que du coup la condition de communauté, elle est plus respectée et qu'il ne rentre plus dans les conditions d'un renouvellement. Du coup, en effet, après, ce qui se passe, moi, ce que j'avais eu comme cas, c'est que finalement, la personne se dit qu'elle a été victime d'un mariage gris. En même temps qu'il y a cette démarche, on essaie, la victime essaie d'obtenir l'annulation, la nullité du mariage, et du coup, c'est une autre démarche où la personne se retrouve sans titre de séjour, sans renouvellement. Donc voilà. Je ne sais pas si c'était la question. 1 minute, hein, parce que le temps presse. Bonjour, Thomas Paprèche, je suis assistant social au sein d'une équipe mobile psychiatrie précarité sur Dijon, où la question de la migration est fort importante. Levez-vous et présentez-vous. Ouais. Voilà. Ah, vous êtes caché, désolé. Je ne sais pas si on m'a entendu quand je Si. Oui. Donc c'était pour savoir par rapport à... Nous, on accompagne essentiellement des personnes qui sont en demande d'asile ou en demande de renouvellement de titre de séjour ou, dans le cas des cas, dans une situation de clandestinité. Et sur Dijon, en tout cas, on éprouve, et ces personnes-là éprouvent la question d'un état de droit où cette appréciation est bien écrasée. Moi, je voulais revenir sur un des termes que vous avez abordé au tout début de votre intervention, sur le terme de vulnérabilité. Si on peut prendre 5 minutes pour que vous puissiez... J'ai le sentiment qu'il y a un flou assez important au niveau du droit, sur la définition que vous avez donnée derrière ce terme-là et qui engendre en tout cas une impossibilité, voire une grande difficulté à pouvoir être régularisé quand les femmes qui viennent se présenter de manière autonome et qui sont isolées puissent être reconnues comme en situation de grande vulnérabilité. Merci. Oui. Alors, vous avez raison, le terme donc, de vulnérabilité est donc large. Hein, il englobe une vulnérabilité physique et on le retrouve d'ailleurs dans, par exemple, les mesures de protection pour les majeurs vulnérables, hein, lorsqu'il s'agit par exemple d'une altération des facultés mentales ou physiques. Et donc on trouve le terme vulnérabilité pour justifier une mesure de protection, donc telle que tutelle ou curatelle. Hein. Vous avez également donc une vulnérabilité économique. Hein. On a parlé tout à l'heure de ces femmes qui ne travaillent pas, qui sont en situation de dépendance juridique vis-à-vis du mari, qui lui-même a fait venir son conjoint dans le cadre du regroupement familial ou dans le cadre donc, de rapprochement de conjoints. Le terme vulnérabilité, si vous voulez, donc il est un peu multifacette. Hein. Il peut être bien évidemment, ça peut être une vulnérabilité physique, physiologique, psychologique, matérielle. Donc la vulnérabilité n'est pas dans le code, elle n'est pas dans la loi. Elle est précisée sous forme donc de une altération de quelque chose, une altération mentale, une altération physique. Alors quand il s'agit donc d'étrangers ou de personnes réfugiées,
Alors la vulnérabilité, elle est bien évidemment dans le langage, peut être également une vulnérabilité économique, administrative, sociale. Vous voyez, donc le terme englobe plusieurs sphères ou plusieurs spécificités donc de la personne. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question sur cette définition mal aisée. Madame, c'est dit tout à l'heure. Voilà, merci, ça m'arrange. Merci. Maintenant, c'est la parole à notre anthropologue, socio-anthropologue, Madame Aboubakar. Merci à tous. Vous m'entendez là? Oui. Merci à tous et toutes. Je n'ai pas l'habitude du micro, j'aime pas trop ça. Donc, on est entré dans le vif du sujet et je vais être rapide. J'ai combien? 10 minutes sur la question du traitement en fait culturel de la question de la violence des femmes migrantes et du risque de le traiter de façon culturelle ou ethnique. En fait, c'est un des axes de recherche d'ailleurs du séminaire que vous organisez. Et ça donne toujours lieu à des débats assez vifs et des échanges assez vifs. Mais je crois que cette question, elle est importante parce que c'est très compliqué de figer dans l'altérité les personnes avec qui vous devez travailler ou les femmes avec qui vous avez affaire. Parce que ça donne lieu aussi à des dérapages. Et je vais illustrer ça par des exemples. J'ai mené en fait dans le cadre de ma thèse, j'ai mené une enquête sur les guichets de préfecture et auprès des guichetiers. J'étais stagiaire avec eux, je les accompagnais en fait au guichet, dans les bureaux. Et les guichetiers, ils ont inventé une catégorie. En fait, dans la préfecture, pas dans les deux où j'ai mené mes enquêtes, mais dans une des préfectures, il y avait la catégorie des demandeurs maghrébins, avec tous les stéréotypes que cela peut charrier. Donc, je vais vous lire les scènes et puis on va commenter ensemble si vous voulez bien. Donc la première scène, c'est un usager de nationalité algérienne, il a la trentaine, les yeux bleus, plutôt joli garçon, l'allure sportive, il porte une doudoune, un jean, des baskets, se présente au guichet accompagné de son épouse, il y a du détail, mais ça donne son épouse âgée d'une 50aine d'années. Sa compagne porte une robe tablier très ample, elle a de l'embonpoint, elle est mal coiffée, en comparaison avec son mari, son aspect paraît beaucoup plus négligé. Donc la guichetière à côté, elle m'adresse ostensiblement, et sur un ton sarcastique, le commentaire suivant. C'est un Algérien, il a eu un premier refus. Asile territorial, après il s'est marié avec une femme de 20 ans de plus. Bon, déjà, ça c'est bizarre. Au début, ils sont doux comme des agneaux, après on reçoit des plaintes de pauvres femmes qui se font battre et qui nous demandent si on peut stopper leur carte de séjour. La scène suivante, un Algérien se présente au guichet, accompagné de sa femme d'origine algérienne, mais de nationalité française. La guichetière vérifie l'ensemble des pièces apportées par le couple, puis s'adresse directement à l'épouse en demandant si son mari avait eu un refus provenant d'une autre préfecture. La femme échange quelques mots avec son mari, l'époux répond que non. Mais la guichetière vérifie sur l'ordinateur qui indique un refus asile territorial. Et la guichetière dit « Ah, et vous ne l'avez pas dit ça, madame, il avait fait une demande avant de se marier avec vous. » L'épouse ouvre la bouche, elle me regarde, elle regarde son mari, mais la guichetière continue. « Bon, a priori, ce sera un refus. Mais après, c'est mon supérieur qui prend la décision. Mais avec toutes les pièces que vous présentez, là, il manque un visa long séjour, etc., etc. Bon, tout ça pour dire, je vais pas être très rapide, c'est qu'en fait, les guichetières et les employés du service des étrangers, en fait, ils ont l'idée qu'en fait, dans les cultures méditerranéennes, maghrébines, la violence est quelque chose d'inhérent. Et ils ont ce stéréotype et ça crée une catégorisation et ça peut aller très très loin en fait. Vous donniez l'exemple, en fait elles peuvent donner des conseils mais en toute bonne foi et en toute empathie avec les demandeuses ou les compagnes. Elles donnent des conseils, ça va très très loin, comment il peut être déchu de ses droits parentaux pour qu'il perde la carte de séjour, etc. etc. Ouais, ça va vraiment loin. Donc moi, j'ai pas suivi les affaires jusqu'au bout. Je sais qu'en fait, c'est toujours compliqué de renvoyer les gens à leur culture, parce qu'on sait qu'en fait, on n'a pas une culture unique. En fait, on est le produit d'un mixte. Et même quand on vient de là-bas et qu'on
on arrive ici, qu'on est primo-arrivant, eh ben, on a des tactiques, on a des stratégies. Voilà, donc le conseil que je donne, c'est de toujours envoyer les gens à leur singularité et à leur biographie, à leur histoire, avec toute la richesse qu'elles portent, plutôt en fait que de les typifier. Voilà. Donc comme ça, j'espère pouvoir répondre à madame. Alors effectivement, le poids de la communauté, c'est dans toutes les sociétés. Hein. Le poids de la communauté, du groupe social d'appartenance, c'est voilà. Malheureusement, on le trouve partout. Donc c'était juste pour, en fait, on peut... Il faut manier avec tact, en fait, ces questions-là dès qu'on parle de la violence faite aux femmes migrantes, en fait. Voilà. Est-ce que j'ai été claire? J'ai été vite parce que j'ai le nez collé à la montre. Mais c'est le sujet de beaucoup de séminaires. Non, voilà. Madame Abouka, il anime un séminaire à Migration avec Fabienne Santé. aussi, qui participe aussi au débat. Merci. C'est des notions importantes à clarifier en fait. Ah, si tout le monde intervient comme vous, on aura l'occasion d'échanger. Vous avez dit en peu de temps, des choses essentielles. Donc et ça va poser. Nous, on a à Migration Santé plusieurs cas parce qu'on anime. Il y a des séminaires qu'on organise entre professionnels, mais aussi on a des permanences pour accueillir les personnes comme vous avez cité tout à l'heure. Et on a des cas, il y a par exemple une jeune qui s'est mariée, venue du pays, s'est mariée ici, et le mari, pendant 3 mois, il a fermé, donc il était en prison. Un jour, elle s'est évadée, et il s'est évadé encore pendant des mois dans les rues de Paris, se retrouver sans papier, clandestine, etc., et qu'on a reçu. Et effectivement, il faut un accompagnement, c'est pour répondre aussi à votre question. Et on a accompagné cette personne à l'hôpital parce qu'il avait des problèmes psychologiques. Et puis on a essayé de la placer dans un centre parce qu'il n'avait pas de logis. Et puis par la suite, on a pris contact avec d'autres associations qui sont, eux, spécialistes pour accompagnement pour les papiers. Donc il y a des situations, mais aussi... j'ai mené, moi, personnellement, entre guillemets, une thèse, comme dirait l'autre, dans le nord de la France, où il y avait des gens, ils sont mariés là-bas, ils sont mariés ici, ils sont mariés avec des autochtones sur place, mais on n'avait jamais de problème sur une population de génération en génération, parce que moi, je suis le deuxième, donc ils sont en 4e génération. Et il y a une culture, des chaînes, des transmissions de valeurs intrafamiliales, ou comme ça peut exister partout, ou dans cette région, que ce soit avant leur venue en France, on se marie pas pour divorcer. Donc c'est un petit peu un sacrilège, c'est les gens. Et il y a, comme a dit mon collègue, M. Suhay, tout à l'heure, M. Suhay, il n'y a pas seulement la personne qui est là pour entrer et essayer de trouver des solutions, il y a la famille. Donc ça dépend aussi de la famille, de la communauté, quelle culture, de la citoyenneté. Donc il y en a des familles éclatées malheureusement, et c'est là où on trouve des problèmes. Il y a d'autres où on trouve un espace où la sagesse prime, et dans toute culture, il n'y a pas que le négatif, il y a aussi ce volet très constructif de la personnalité. C'est des civilisations millénaires, c'est d'où ils viennent, et il y en a des soupapes, quand ils sont bien utilisés, qu'il n'y a pas que l'engrenage familial qui opprime, mais il y a aussi la famille large qui permet un espace où on peut parler à la belle-mère. Moi, j'en ai des Françaises qui sont pas, ce qu'on dit maintenant, de souche, comme dirait l'autre, entre guillemets, toujours, qui sont mariées à des migrants. Eh ben, ils vont voir leur belle-mère, parce que la belle-mère, il peut parler à son fils, et que le fils, eh ben, la mère, elle est sacrée dans ses cultures, eh ben, pour sa mère, pour ne pas faire de bêtises. Bref, et c'est des choses qu'on peut utiliser, mais l'essentiel, c'est d'écouter. Moi, j'ai parlé, dans les années 70, à des instances sociales. Ils arrivent, c'est des couples qui sont mariés là-bas, le mari, dans des cultures méditerranéennes, en général, on parle avec les mains, avec la bouche, on fait sa psychanalyse au quotidien, comme je dis. Eh bien, elle dit, mais ici, on est en France. Vous savez, vous avez les droits, il ne faut pas le laisser crier comme ça, il ne faut pas ceci, il faut cela.
Et je suis arrivé à leur dire, madame, eh ben, les enfants, on va les envoyer à la DAS. Mais c'est leur manière de parler. Je prends le mari, mais en famille. Et ici, il ne faut pas crier trop parce qu'on risque d'en avoir des problèmes avec une personne qui va appliquer la loi à la lettre. Effectivement. Et les maris, eh ben, ils changent. Donc, c'est l'éducation à la citoyenneté d'ici. Donc, il y a la citoyenneté de là-bas, il y a la citoyenneté d'ici. Mais comment essayer à trouver l'équilibre? Et cet équilibre, quand on l'utilise dans le bon sens avec les sciences, eh ben, on trouvera les solutions qu'il faut. Donc, c'est toujours confiance dans l'autre, confiance en soi, et essayer toujours d'avoir l'espoir que dans les situations les plus pénibles, les plus difficiles, malheureusement il existe, mais il n'y a pas que ces situations. Donc il y a toujours possibilité, et ça dépend de nous, il y a quelquefois, ça dépend des actions sociales. Je vais remercier nos artistes là, parce que je ne les ai pas présentés. Après, c'est Madame Mathilde, pardon, je vais donner la parole si vous vous taisez. Je suis en train de présenter Madame Mathilde et Monsieur Frédéric, nos artistes, hein, qu'on applaudira parce qu'ils font un travail. Et puis Madame de Pouvier qui est avec nous depuis toujours, hein, Madame la Présidente. À vous, Madame, on a encore 10 minutes. Je suis anthropologue et puis je travaille. Vous m'entendez? Oui, levez-vous, comme ça on vous verra mieux. Voilà. Oui, non, je suis Albertine Fabendy, je viens de Lyon. Et je suis anthropologue de formation. Je travaille comme médiatrice de santé dans un réseau d'hôpital pour l'accompagnement des personnes dans les VIH. Et je voulais juste revenir sur le témoignage de ma soeur à son social. On dit ça, c'est culturel aussi, ça. Parce que voilà. Et donc, c'est vrai que le problème des femmes africaines, enfin, je parle des femmes africaines en fait, si elles vont vraiment se. Voilà, tout essayer. C'est pas du tout évident, c'est un sujet très tabou. Et c'est un problème sociétal. C'est-à-dire qu'on n'existe pas en tant que jeu. Le nous prend toujours sur le jeu. Hein. Vous me direz que dans toutes les sociétés, la communauté prime, c'est vrai. Mais chez nous, c'est encore très lourd. Pour aller demander un divorce, c'est vraiment très compliqué. Il y a toute la famille. Est-ce que tu as bien réfléchi? Est-ce que c'est qui t'a fait venir en France, hein, avant d'aller voir ces gens-là? Attention. Donc, c'est vraiment pas du tout évident. Mais il y a quand même de l'espoir, il y a des femmes qui arrivent à s'en sortir. Hein, on est en France, il y a des codes aussi du pays, on peut aussi justement utiliser ça pour, non pas pour révéler son identité, ses origines, mais il y a des choses qui sont bien, qu'il faut prendre. Dans notre travail, c'est aussi d'accompagner justement ces personnes aussi à être aussi actrices de leur vie, tout simplement. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Et je voulais savoir s'il y a des femmes aussi qui viennent vous voir, des femmes d'origine africaine. Voilà, qui viennent vous voir par rapport à la violence, tout ça. À moi À moi? Ah oui. Oui, non. Ah oui. Et puis à vous, c'est vrai que bon, toute culture évolue. Hein, il ne faut pas non plus tout ramener à la Ben oui, choses... surtout sur ces questions-là, en fait. Voilà, Alors, pour répondre à votre question, oui. Oui, donc, on a des femmes de toute origine et des femmes africaines qui viennent nous voir. Et vous avez effectivement soulevé avec Madame tout à l'heure un problème délicat, c'est qu'il y a ce tabou, il y a cette barrière culturelle. Alors peut-être que moi je vais me faire taper sur les doigts par certains d'entre vous, mais mon outil c'est la loi. Donc moi je rappelle la loi, je travaille avec ce que dit la loi, tout en prenant en compte bien évidemment les spécificités qui sont inhérentes à ces femmes et qui vont nécessiter un travail plus long, c'est-à-dire des entretiens beaucoup plus nombreux, qui vont s'étaler sur plusieurs mois. Mais en définitive, il y a
il y a des avancées. Je pense notamment à une dame ivoirienne victime de lourdes violences conjugales, donc son dossier et de viol. Donc son dossier est actuellement en instruction. La première fois que je l'ai rencontrée, elle ne me regardait pas dans les yeux. Donc tout le long de l'entretien, elle était voûtée et fuit de respect en fait. Oui, et fuyait mon regard. Donc c'est une personne qui a été placée sous le dispositif du téléphone d'alerte pour les femmes en très grave danger, donc qui est dans ce dispositif depuis 1 an maintenant, et pour qui on a pris la décision de la faire sortir du dispositif parce que les choses vont mieux pour elle. Et on pourrait ne pas la reconnaître physiquement, c'est-à-dire que maintenant, elle nous regarde dans les yeux, elle est apprêtée, elle est maquillée, elle est coiffée, ce qu'on ne voyait pas lors du premier entretien. Ça a été difficile parce qu'effectivement, il y avait la famille derrière, il y avait le frère qui ne voulait pas lancer la procédure de divorce, il y avait le frère qui disait « bon, il faut retirer ta plainte maintenant, il faut dire au juge d'instruction ceci ou cela ». Donc ça a été très dur, mais au final, elle a réussi. Donc pour ces femmes, il est vrai qu'il y a un travail qui est beaucoup plus long, un travail d'écoute qui est beaucoup plus important. Alors nous au CIDFF de Paris, donc on a le temps, hein, donc on les reçoit sur de moyens ou longue durée, et on intervient aussi ponctuellement auprès du public, hein, des femmes immigrées sur diverses thématiques du droit. Ça peut être les violences conjugales, mais ça peut être l'autorité parentale, ça peut être l'exercice de la parentalité, ce genre de choses, pour petit à petit glisser ce que dit la loi, et c'est important. Voilà. Madame Bornebus, 30 secondes, madame. Oui, je sais que mon temps est compté, mais pas mon temps de survie, simplement mon temps de parole. Voilà. Donc, Manuel Bornibus, donc je suis chargée de mission par Migration Santé pour animer des groupes de parole, faire de la formation de femmes relais sur la région Rhône-Alpes. Donc, je voulais juste apporter, déjà remercier pour tout l'intérêt de tout ce qui a été dit. Et par rapport à la question culturelle, j'ai en tête la spécificité pour certains cas de la population rome, et en particulier des femmes roms. Mais je pense que je voudrais simplement souligner que cette question peut nous ramener à une notion qu'on a pas mal oubliée ici, qui est la notion d'action communautaire. Et l'intérêt, je pense que ni par rapport à quelque culture que ce soit, on résoudra ou on n'avancera pas profondément sur la question des violences faites aux femmes si on ne s'adresse pas aux auteurs des violences. C'est-à-dire cette question, elle pose vraiment la question du rapport homme-femme, du rapport dominant-dominé qui touche toutes les sociétés. C'est une question centrale pour l'évolution, pas simplement de la société, mais de l'humanité en général. Je pense que malheureusement l'actualité est là pour nous le rappeler. Et que, voilà, peut-être il y a une piste de réflexion sur comment on s'adresse à des communautés d'individus et pas seulement aux victimes. Alors, c'est quelque chose qui est très difficile à faire. On a déjà des difficultés pour s'adresser aux victimes, mais c'est juste, une piste de réflexion que je voulais offrir. Merci Madame Bornebus, c'est une réflexion qui complète ce qui a été dit. Voilà, si vous n'avez pas de questions, pour respecter le temps, je vous laisse un petit peu vous libérer. Il y a plein de restaurants à côté. Et puis on se retrouve à 13h30 comme dans le programme, si ça ne vous dérange pas. Comme ça, ça va, on est à l'heure. On est à l'heure, c'est bien. Ben oui, merci. Grâce à vous, j'étais un petit peu autoritaire, mais sans violence. Bon appétit, à tout à l'heure. Je vais y aller en fait. Ça va ? Je vais y aller.